Tradition respectée, nous nous retrouvons en face de vous pour présenter votre magazine qui est bien sûr le rendez-vous. Les rendez-vous de ce soir soit pour vous un confrère, mais aussi un talentueux dans ce domaine qui est bien sûr le journalisme qui nous a permis d'arriver chez vous, sans pour autant que nous puissions avoir de clés. Et les clés, bien sûr, c'est la facilité d'arriver à travers les nouvelles technologies de l'information et la communication. Je reçois William Ikolo Okumu. Il est directeur général des institutions RDC Magazine, avec qui nous allons y revenir sur différentes questions de l'heure, j'ai envie de dire, mais aussi et surtout les puneux problèmes des avenants du contrat chinois ou sino-congolais. Bonsoir et bienvenue, William Ikolo Okumu. Bonjour et partout où vous êtes, le bonjour aussi, bonjour Ben. C'est une première que l'on puisse vous recevoir dans cette émission, sinon magazine. Comment vous vous sentez dans la peau de ces derniers? Ça va, c'est avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est bien de parfois être de l'autre côté. Et donc, voilà, je suis très content d'être ici. Vous vous sentez bien aussi dans la peau de l'invité? Parce que les journalistes aiment bien poser des questions. Oui, non, mais on va se débrouiller. D'entrée des jeux, nous allons commencer chapeau dans le roue. Il y a différentes questions qui épinent, sinon qui rongent notre pays, notamment les démêlés judiciaires contre actuellement le ministre de la Justice. D'ailleurs, cela a fait l'objet lors de la dernière séance plénière à l'Assemblée nationale, au fin de lever les immunités de ces derniers pour qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Donc, quel angle de vue, vous personnellement, en tant que journaliste, mais aussi et surtout en tant que citoyen congolais, avez perçu ces différents méandres qui ont conduit à son interpellation, si je peux me permettre? Oui, merci beaucoup pour cette question. En fait, la question nous renvoie à la responsabilité du journaliste quant à son pouvoir d'information et je dirais, hélas, de désinformation. Nous nous croyons autorisés aujourd'hui en tant que journalistes à nous répandre sur toute information qui passe sous notre nez, même quand parfois nous n'avons pas pris le sens, la profondeur d'un dossier. Et parfois, je pense qu'il faut laisser à chaque instance de cette République faire ce qu'elle doit faire. S'il faut que le Parlement lève les immunités de ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'il le fasse en conscience. S'il faut que ce soit ensuite les juges, son juge naturel, qui puisse lui poser les questions, nous ne devons pas toujours courir devant l'information. Et surtout placer des jugements où la justice ne s'est pas encore prononcée. C'est un effort que nous devons faire, c'est un effort que je fais ici, de laisser simplement le temps à la justice et le temps surtout au ministre de pouvoir se défendre si doit en arriver jusque-là. Parce que n'oubliez pas que, en toute chose, le Congo doit gagner. En toute chose, il est bon qu'une personne... Vous savez pourquoi les immunités sont organisées? C'est notamment pour empêcher qu'un ministre qui a la charge, ou une charge aussi importante que la justice, que les sceaux de la République, puissent être importunés ici et là par les humeurs ou les complots des uns et des autres. C'est pour ça que ces immunités sont organisées. C'est vraiment pour que le ministre puisse, le député national puisse se dédier à sa tâche. Et nous devons, nous, en tant que journalistes, nous ne devons pas déroger à cette vision du législateur et bousculer n'importe quand et n'importe comment les élus de la République. Je vous prends au mot, William Ikolo. Vous avez parlé de la désinformation. C'est un concept qui arrive depuis un moment parce que nous sommes actuellement, parce que cela ne peut faire l'objet de doutes dans la société actuellement, la société de l'information. Alors, d'où vient les concepts mésinformation dont c'est que nous sommes en train de dire maintenant? Parce que je vous ai vu en faire, je vous ai entendu en faire référence. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites le tri, vous êtes journaliste, je le suis aussi, mais quand vous faites le tri de ce que les gens savent, de ce que les gens retiennent, très souvent, ça n'est pas un creuset d'information, mais c'est souvent de désinformation. Pourquoi? Parce que les personnes qui se chargent, soi-disant, de relayer l'information, se contentent de prendre ci et là, sur Internet, je dirais même pas des faits, mais des rumeurs
et ils se dressent pour afficher leurs opinions, mais les opinions ne font pas des faits. On ne nous demande pas, nous, en tant que journalistes, de donner notre opinion. L'opinion, c'est l'affaire des hommes politiques. Le journaliste donne aussi son opinion. Mais notre rôle, c'est d'abord d'informer. Mais justement, voilà pourquoi il y a ces concepts. Notre rôle est d'informer, et lorsque vous avez informé quelqu'un, vous n'êtes pas obligé ensuite de venir vous-même déposer votre opinion. Mais ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui en RDC, c'est de prendre sa caméra, de prendre le monde à témoin et de donner non seulement son opinion, mais même de commencer à commenter l'activité politique en demandant, je l'ai vu. Je vous donne un exemple, s'agissant par exemple de l'affaire Sicomine que vous avez annoncée. J'ai vu des journalistes, enfin des prétendus journalistes, se dresser contre tel et tel, dire ben voilà, chef de l'État, arrêtez tel, sans présomption d'innocence, sans analyse, sans étude de dossier. On a une opinion et du coup, on se croit obligé de pouvoir interpeller les autorités judiciaires et même le président de la République. C'est parfaitement scandaleux. C'est vraiment la marque de personnes qui n'ont aucune déontologie du métier et qui laissent en fait l'opinion vivre dans les rumeurs, dans la désinformation et non pas dans l'information. Aujourd'hui, il est facile de prétendre au journalisme. Vous êtes d'accord? Et donc, si nous ne prenons pas la peine, nous, en tant que professionnels, de balayer devant notre porte et d'exiger que le journaliste revienne à ses fondamentaux, nous allons à chaque fois baigner dans la désinformation. Et ça, c'est un problème majeur. Ah, d'accord, mais je reste dans la logique où les faits sont là. Les faits sont là. Le ministre, quels sont-ils? Le garde des Sceaux. Oui, quels sont-ils? Oui, cela a fait l'objet de la dernière plénière à l'Assemblée nationale. Les gardes des Sceaux semblent être, comment dirais-je, la plénière semble donner le goût à ceux qui sont habilités à mettre le ministre de la Justice au devant de ses juges naturels. Parce qu'au cas où la plénière où l'Assemblée nationale arrivait à ôter les immunités du ministre de la Justice, à ce moment-là, il serait mis au devant de la justice. Alors, les faits sont là. Alors, qu'en est-il? Mais les faits ne sont pas encore établis. En fait, la levée des immunités, elle permet quoi? Elle permet de dire à la justice, elle permet de dire au procureur de la République, OK, vous pouvez à ce moment-là ouvrir une information judiciaire. Alors, tout à fait. Alors, au cas où les faits sont là, est-ce que l'information judiciaire, elle vise en fait à établir des faits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a levé les immunités de quelqu'un que cela équivaut à condamnation. La levée des immunités, oui, mais la levée des immunités permet aux différents acteurs judiciaires de pouvoir établir des faits. Donc à ce stade, on ne peut pas dire les faits sont là. Les faits, quels sont-ils? Justement, les faits, c'est que le ministre de la Justice a été indexé, cité par un bon nombre de gens. Et voilà que l'Assemblée nationale s'en saisit pour pouvoir débattre dessus. Oui. Il s'agit quand même d'un garde des Sceaux congolais, monsieur. C'est ça. Alors, lorsque les faits sont là, on dit parce que le ministre a été indexé et que l'on voudrait le mettre au devant de son juge naturel. D'ailleurs, il y a une note sonore qui a fuité, où on attend le président de l'Assemblée nationale dire finalement il va être mis au devant de son juge naturel. Alors, lorsqu'il y a des faits comme cela, le journaliste n'a pas le droit de critiquer ou de juger, ou de démettre leur point de vue. Mais ce n'est pas notre rôle en fait. C'est pas notre rôle. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? En disant cela, ce n'est pas une excuse facile. Un journaliste a le droit aussi d'émettre son point de vue. Voilà pourquoi. Non, mais quand le journaliste ne fait que ça, non, je suis désolé. Et oui, ça peut peut-être vous choquer, mais ça n'est pas notre rôle. Allez, sentez-vous à l'aise. Ça n'est pas trop... Bon, on va rentrer ici alors dans la technique, d'accord? Voilà. En matière d'information, en matière de communication, il existe 4 types majeurs de communication. Et elles sont exhaustives, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres. Lorsque nous communiquons, nous les communicateurs et autres, même que vous preniez la Bible, que vous prenez un bouquin, que vous prenez un journal télévisé, un communicant vise toujours à informer, à divertir, soit, c'est soit, informer ou divertir, ou alors pousser à l'action, ou alors convaincre. Le rôle du journaliste se limite à informer. Le rôle du politique consiste à convaincre, pousser à l'action. Le rôle du comédien consiste à divertir. Vous n'êtes pas comédien, vous pouvez nous divertir. Aussi, hein.
Vous pouvez nous divertir, mais attendez, votre rôle consiste à donner l'information. Et aujourd'hui, vous voyez que le journaliste passe de plus en plus en mode influenceur, où ça ne lui suffit pas de donner l'information, il veut pousser à l'action et il veut convaincre. Ça n'est pas notre rôle de convaincre. Vous savez, la RDC n'est pas une exception. Vous pouvez regarder CNN, France TF1 ou je ne sais quelle chaîne. Vous allez voir que les journalistes, tant que faire se peut, doivent essayer de rester dans leur canevas, c'est celui d'informer. Et ensuite, les gens ne sont pas bêtes, ils vont tirer eux-mêmes des conclusions. Justement, si on doit revenir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, arriver dans ce média-là, vous ne vous rendrez pas aussi compte qu'ils sont en train de faire des lobbies. Ils sont en train d'influencer le monde par leurs opinions. Le journaliste a aussi le rôle de former. Vous concédez? De former qui? D'informer, de divertir. C'est ça aussi le rôle du journaliste, oui. Cher William Ikolo. Oui, c'est ça. Mais je veux dire que quand on parle de journalisme, on est ici dans un cadre tout à fait général. Le média a le rôle, pas le journaliste. Le journaliste n'a pas le rôle de divertir. C'est le média. Tout à fait. Il y a une ligne de démarcation entre les deux. Nous ne devons pas confondre média et journaliste. La confusion se fait pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur l'ère du média personnel, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est journaliste, mais qui, le soir, anime sa chaîne YouTube, où là, il devient un média. Et donc, il prend ainsi la liberté de divertir, il prend ainsi la liberté de pousser à l'action, mais il faut qu'il soit honnête et qu'il dise bien que ici, je suis dans un rôle d'influenceur, pas dans un rôle de journaliste. D'accord, parce qu'on ne sait pas tabler beaucoup dessus, on ne sait pas y mettre tout notre temps. Les sujets phares de notre émission, c'est le contrat sino-congolais. Oui. Alors, le contrat a été signé bien avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État au pouvoir. Et en 2023, le gouvernement, sinon le pays, a estimé utile revoir ces contrats. Déjà, de prime abord, j'aimerais savoir, William Ikolo, en tant que journaliste, oui. Avez-vous une opinion à émettre en rapport avec je dirais, les relooking, si je peux me permettre, de ces contrats sino-congolais? Le contrat sino-congolais, en tout cas, est un contrat qui méritait largement à ce qu'il soit relu. Et donc, le chef de l'État a été bien inspiré de pouvoir le revisiter. Ça n'est pas facile, hein. Il faut bien comprendre que revenir sur un contrat qui court depuis 15 ans est quelque chose d'extrêmement périlleux, parce qu'en plus, on n'est pas face à une toute petite entreprise, on est face à un groupe d'entreprises, un groupement d'entreprises chinoises qui ne sont pas là non plus pour, tendre l'aumône aux Congolais. Ils sont là pour faire du business et donc ça a été pour le chef de l'État un moment décisif pour se réapproprier notre souveraineté économique. Les avenants ont été faits en bonne et due forme. Mais il ne sait pas ce qu'il y a des Congolais qui osent encore le ton en rapport avec ces contrats. Par exemple, si nous prenons l'avenant 5, dans l'avenant 5, on ne fait pas mention de minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Je fais référence par exemple au cobalt et au coltan. On parle du cuivre. Avez-vous mis le temps de feuilleter là-dessus? Oui, tout à fait. Mes équipes et moi-même sommes largement documentés sur cet avenant-là et les autres aussi, hein. L'avenant 5 est l'avenant sur lequel le peuple congolais peut être fier, à plusieurs titres. D'abord parce que des rapports très importants, comme celui de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE en sigle, épinglent que du premier avenant jusqu'à l'avenant 4, la République démocratique du Congo, en fait, n'était pas... était dans un contrat à caractère confiscatoire. Et l'ITIE va plus loin en disant qu'en réalité, il ne sait pas quelle est la contrepartie de la République démocratique du Congo dans ce contrat. Et donc l'ITIE était un organe sérieux. Le Centre Carter émet les mêmes réserves quant à ce contrat, en sorte que quand le président de la République actuel, le président Tshisekedi Tshilombo, arrive au pouvoir, il n'a d'autre choix que de réfléchir à comment modifier ce contrat. Pourquoi? Parce que, comment dire, dénoncer le contrat et le rompre nous coûterait beaucoup trop cher. Deuxièmement,
il s'agit de matières de cuivre et de cobalt. Tout à fait. Il s'agit de matières qui sont pour nous très importantes. Vous savez que l'économie congolaise repose essentiellement sur l'industrie extractive. 95%, 95% de notre économie repose sur ces matières. Donc les laisser ad vitam aeternam pour, dans un deal dans lequel nous ne nous retrouvons pas, n'avait pas beaucoup de sens. Au niveau des chiffres, en 15 ans, le groupement des entreprises chinois a pu faire produire, en termes de livrables, pour en termes d'infrastructure, je veux dire, 822 millions de dollars en 15 ans. C'est-à-dire même pas 1 milliard de dollars. Le deal, lui, il portait sur 4 milliards de dollars, dont 3,2 en infrastructure, le reste pour des financements divers. Différents projets. Voilà. Et donc, face à ça, le président avait deux choix. Soit, il faisait venir un cabinet conseil, ce qui se fait dans beaucoup de pays. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il est parfois difficile, pour renégocier un tel contrat, de mettre dans une équipe les meilleurs juristes, les meilleurs ingénieurs civiques, les meilleurs ingénieurs en métallurgie. De réunir toute cette équipe technique, c'est parfois très difficile pour beaucoup de pays. Et il y a dans beaucoup, aux États-Unis, en France, en Amérique et même au Japon, des cabinets conseils qui, eux, arrivent à regrouper ces experts qui viennent travailler chez eux comme consultants. Mais du coup, comme ce sont des pointures, ils en arrivent à demander des montants astronomiques. Il faut compter que pour un contrat qui court depuis 15 ans, une telle entreprise, un cabinet conseil, aurait certainement demandé à la RDC une commission de 30% sur la plus-value. Okay. Vous voyez que le contrat est passé de 4 milliards à 7 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une plus-value de 3 milliards de dollars. Un cabinet conseil, sans aucun doute, vous aurez demandé une commission de 30%, vous faites le compte. 7 milliards bon, sur la plus-value, c'est-à-dire sur les 3 milliards. Ah, ok. Si vous devez donner, puisque le cabinet conseil va vous dire, écoutez, vous aviez un contrat de 4 milliards, je le fais passer à 7 milliards. Nous, on a matché que ça passe à 7 milliards. Alors, nous nous sommes battus pour que vous ayez 3 milliards. 3 milliards de plus. Sur les 3 milliards, ben, donnez-nous 30%. 30% de 3 milliards de dollars, ça fait quand même 900 millions de dollars. Là, d'ailleurs, vous avez anticipé une question que j'avais et qui me taraudait l'esprit. Plusieurs voix s'élevaient pour dire que ces gens-là gagnent des commissions astronomiques. Ben, c'est parce qu'encore là, c'est une désinformation. Mais voyez, quand les choses sont expliquées calmement, de façon très claire, chacun comprend. Le Congolais n'est pas bête. Le Congolais est un esprit très éclairé qui peut comprendre les choses. Voyez. Donc ça, ce sont les cabinets conseils. Beaucoup de pays n'ont pas cette capacité de réunir une équipe pour renégocier devant la Chine. Et faire fléchir la Chine, c'est pas une chose aisée. Et le chef de l'État s'était posé cette question simple. Est-ce que dans cette grande république, est-ce que dans mon administration, nous n'avons pas des Congolais valeureux, intelligents, que pour former une équipe technique capable de renégocier un tel contrat? Est-ce que nous sommes obligés de passer par des cabinets conseils étrangers? Et donc, voilà, les choses se sont mises en marche. On a recherché le meilleur dans diverses disciplines. Ils ont formé ce qu'on appelle un secrétariat technique. À côté de ce secrétariat technique, il y avait un comité stratégique qui, lui, est composé d'hommes politiques pour donner de l'épaisseur à ces scientifiques. Et donc, les deux ensemble forment ce qu'on appelle la commission. Et donc, la commission, il y a à sa tête le comité stratégique et puis les scientifiques qui sont dans le secrétariat technique. Ceux-ci, tous congolais, tous relevant de l'administration nationale, se sont présentés face à la Chine et ont commencé à discuter. Le travail a été très ardu. 1 an de travail où je pourrais vous montrer les documents. Nous avons traversé la plupart de ces documents. C'est plus de 750 pages de travail et c'est vraiment un travail qui s'est fait pied à pied. Lorsque l'on dit la RDC a gagné 3 milliards, ne pensez pas que la Chine vient vous donner 3 milliards comme ça. Il a fallu aller se battre pied à pied
sur des sujets très pointus pour lesquels nous-mêmes, il nous a fallu recourir soit au dictionnaire, soit à Google. Vous voyez? Et il faut féliciter ce groupe de Congolais, d'experts congolais qui ont réussi à infléchir les choses et à changer non seulement le contrat dans sa forme générique, c'est-à-dire de 4 milliards à 7 milliards, mais même à l'intérieur du contrat. Et tout ceci pour dire, et vous posiez une question qui était intéressante, qu'en est-il de la rémunération? Voilà, le chef de l'État avait donc deux choix. Soit passer par un cabinet étranger et payer 30%, et payer donc 900 millions de dollars. Je pense que personne n'aurait contesté, personne n'aurait rien eu à redire si on avait dit on a été obligé de verser 900 millions à des Chinois, pardon, à des Américains ou des Allemands. Un cabinet américain ou allemand. Voilà, ou français. Personne n'aurait rien dit. Parce que ce sont des Occidentaux. Ici, le deal, c'était, OK, ce sont les nationaux qui travaillent, mais les amis, on ne va pas vous donner 30% comme on aurait donné à des étrangers. Votre part sera transformée en ce qu'on appelle des jetons de présence, parce que c'est le terme consacré quand c'est au niveau de l'administration. Et à cela, on va rajouter ce qu'on appelle la prime à la signature. Comme dans toute entreprise, quand vous allez chercher un contrat quelque part, on vous donne une prime à la signature. On vous donne une prime à la signature. Et donc, jeton de présence plus prime à la signature, le président de la République dit on va se limiter à 1%. Au lieu de 30%. Au lieu de 30%. C'est-à-dire on zappe 29%. On va, voilà, vous zappez 29%. 1%. Le 1% de 3 milliards. Voilà. C'est combien déjà? C'est 30 millions. 30 millions de dollars. Voilà. OK. Et les 29% restants, c'est combien? C'est 870 millions de dollars. Alors, moi je pose quand même la question, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a des gens qui se sont improvisés journalistes juste pour salir la réputation... Non seulement de la République, mais de ceux qui ont travaillé dessus. De la République, de ceux qui ont travaillé dessus, des personnes qu'on aurait dû élever, remercier. Mais cher William, oui. De vous à moi, aujourd'hui, le contrat a été paraphé, ça fait 2 ans full. Ça a été signé en 2023. Oui, oui. Alors, quelles sont les retombées? Qu'est-ce qu'on peut toucher, voir réellement que le Congo gagne de ces points? Parce que finalement, nous avons l'impression de faire la même été. Non, c'est faux. Là encore, c'est bien que nous, en tant que journalistes, nous puissions relayer l'information. Voilà pourquoi nous avions jeté notre dévolu sur vous pour que vous puissiez venir éclairer la lanterne de jour. Voilà. Je vous ai dit que nous avons pu épargner 870 millions de dollars. Rien qu'en passant, plutôt que de passer par des étrangers, on est passé par des nationaux. C'est-à-dire que plutôt que de payer 900 millions, ok, la République concède de réserver 1 million pour payer la trentaine de personnes qui a travaillé. De sorte que, avec cet argent épargné, en 2 ans, nous avons pu financer pour un total de 675 millions de dollars, ce qui est moins que les 900 millions, nous avons pu financer la route Kalamba-Bougie. Kalamba-Bougie. La route... Qui du reste n'est qu'un slogan. Non. C'est financé. C'est-à-dire que c'est déjà dans les mains de la société Sicomine qui fait venir les matériaux et qui... Voilà, on y arrive. La route Mbujimai, Mwenedi, tout jusqu'à Kolwezi. Dans cet argent-là. Les rocades de Kinshasa, 395 000 dollars. Millions de dollars. Pardon. C'est un chantier que chacun de nous peut, en portant ses baskets ou ses bottes, aller visiter, toucher du doigt, voir que les rocades de Kinshasa sont une réalité. Bientôt, nous aurons quand même un désengorgement de nos routes grâce à ces rocades qui vont fluidifier la circulation dans la capitale. Dans la mégalopole. Et tout ceci pour 675 millions de dollars, un montant que nous aurions comme ça laissé à un cabinet étranger parce que un tel est allemand, un tel est français. Je pense qu'il est temps, après toutes ces années d'indépendance, que nous commençons à valoriser les nôtres. Est-ce que ce sont des Congolais eux-mêmes qui ont travaillé ou bien ce sont des Congolais travaillant pour d'autres cabinets étrangers qu'on a pioché finalement pour travailler non, ce sont des non seulement des Congolais,
mais souvent des Congolais même qui travaillent dans l'administration. C'est-à-dire il y a des gens qui sont dans des ministères, qui sont des experts. Il y a des gens qui travaillent pour l'administration, pas nécessairement dans un ministère, mais des gens qui sont reconnus pour leur science. Ils sont professeurs d'université et autres, et qui ont été appelés pour discuter, pour donner des éléments aux politiques pour pouvoir négocier ce contrat. Il y a un collectif appelé Dynamique Congo n'est pas à vendre, oui, qui a haussé les tons par rapport à ces contrats, oui, les avenants. Alors pensez-vous que ces gens-là ont tort de réfléchir dans le sens que le Congo ne gagne rien? Bah, écoutez, le contrat a été signé en 2007. J'ai lu la plupart des rapports de cette dynamique qui avaient tout à fait raison de pouvoir s'indigner de ce que nous ne gagnons rien. Ça, je vous l'ai dit, c'était aussi l'avis de l'ITIE. Mais avec l'avenant 5, quelles sont les modifications? On gagne 3 milliards déjà. Donc on passe de 4 à 7 milliards. 4 à 7 milliards. Ça n'est pas rien. 3 milliards, n'oubliez pas, il y a encore quelques années, nous avions un budget national de 4 à 5 milliards. 4 à 5 milliards. Hein? Donc, faire gagner à la République 3 milliards, ça n'est pas rien. De plus, autrefois, je vous ai dit, le contrat sur 15 ans n'a produit que 822 millions en termes d'équipement, c'est-à-dire d'infrastructure. Si vous faites le calcul, vous allez voir que 822 divisé par 15 ans, nous étions sur un rapport très faible de 54 millions de dollars par mois pour nos équipements. Et grâce à l'avenant 5, nous avons fait évoluer cela à 324, c'est-à-dire de 54 millions à 324 millions pour les infrastructures, et ça tous les mois. Troisième retombée, c'est que au terme de chaque année, la société SICOMIN s'engage maintenant à verser à l'État congolais des royalties à hauteur de 24 millions de dollars chaque année. 24 millions de dollars pour l'État congolais, pour ses dépenses et autres. Troisième retombée. Enfin, quatrième retombée, et qui n'est pas des moindres, autrefois, dans la société SICOMIN, le seul Congolais admis était le DGA. Le Congo n'avait pratiquement pas son mot à dire au sein de l'organisation de la direction générale. Et aujourd'hui, nous avons pu négocier qui est non seulement un directeur commercial, un directeur financier, un directeur des opérations. Bref, on a injecté des Congolais dans la direction générale de la SICOMIN. Et aujourd'hui, le Congo et la SICOMIN, l'État congolais et la SICOMIN ont la latitude de pouvoir discuter en toute transparence, ce qui n'était pas le cas autrefois. Une question m'est à l'esprit, cher William. Il y a, dans le même avenant 5, le fait d'avoir zappé ou de ne pas citer nommément le minerai stratégique de la RDC, qui sont le cobalt et le coltan. Est-ce un accident bénin ou bien c'est fait à dessein pour finalement que l'on ne table pas dessus? Non, mais en fait, les choses sont entendues. Je veux dire que, vous savez, quand vous venez discuter sur un contrat, on ne vient pas revisiter tout le contrat. Le contrat, la base du contrat, c'est qu'il portait sur le cuivre et le cobalt en cathode. Ça, on ne changera pas. Ah, ok. On ne changera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous venez rediscuter que vous allez dire, mais écoutez, nous avons aussi du fer, nous avons aussi... Pour nous, les Congolais, nous avons avantage à ce que le contrat reste uniquement circonscrit sur le cuivre et puis le cobalt en cathode. Quel est notre intérêt d'y injecter l'or ou le diamant? Il n'y en a pas. Nous avions dit cuivre et cobalt, nous y restons. Et une fois que les 17 ans seront terminés, et encore une nouveauté de l'avenant 5, à ce moment-là, c'est un nouveau contrat ou la fin du contrat. C'est-à-dire que les Chinois ont maintenant 2 ans pour terminer ce que nous avons commencé, ce qui n'avait pas été défini dans les autres avenants. Et maintenant que nous sommes en train de parler de différents contrats entre la RDC et les États-Unis, cela ne vont-ils pas jeter en pâture une relation entre la RDC et la Chine? Non, parce que comme vous le disiez à la question qui précède ici, c'est que ce que nous faisons avec les Chinois est circonscrit. Le cuivre, le cobalt en cathode, et avec les Américains, pour l'instant, nous parlons de l'axe, le couloir de Lobito.
Et n'oubliez pas que nous avons, en principe, nous allons clôturer le contrat avec la Chine dans 2 ans. Donc ça nous redonne... C'est-à-dire 2 ans après, on peut dire bye à la Chine et bienvenue aux Américains. Exactement. Mais il y a un autre problème qui me dérange personnellement. Oui. Il y a la cogestion de parcs. Quand j'ai essayé de feuilleter ce contrat, c'est-à-dire ce qu'on nous demande de faire entre la RDC et le Rwanda pour la paix. Oui, ça on n'est plus dans le contrat SICOMINE maintenant. Mais justement, tout ça reste des contrats. D'ailleurs, je souhaiterais que vous puissiez revenir parce que c'est une matière tellement abondante et énormissime qu'une seule émission, ça ne serait pas évident, on ne serait pas même de finir la matière. Oui. C'est-à-dire, si vous aurez l'amabilité de dire à mes téléspectateurs que vous allez revenir pour que finalement, l'on termine différentes parties de l'émission pour qu'ils aient la matière abondante par rapport à ces différents contrats. Parce que ça les intéresse aussi. Oui, tout à fait. Ah, ok. Alors, la cogestion de parcs. Entre la RDC, selon ma petite intelligence, il n'y a qu'un seul parc. Je fais référence à la parc de Virunga. Non, je vais vous expliquer. J'ai eu la chance de visiter à la fois le parc des Virunga, mais aussi le parc Kahuzi-Biega. Et là aussi, on est à cheval. C'est-à-dire, quand on dit cogestion de parc, c'est-à-dire, on fait référence à ces 2 parcs. Je vais y arriver. Alors. J'ai eu la chance de visiter ces 2 parcs. Le parc Kahuzi-Biega, par exemple, est un parc assez exceptionnel parce que vous y arrivez, vous devez à un moment donné, vous quittez vos jeeps. C'est pas comme les Virunga où vous êtes en safari. Là, vous quittez vos jeeps pour aller, entre guillemets, chasser les gorilles de montagne à pied sur leur propre terrain. Alors, il faut imaginer que le parc Kahuzi-Biega se trouve sur une motte, c'est-à-dire une petite montagne. Les gorilles de montagne qui y sont, moi, quand j'y étais, il y avait, je pense, 22 familles, je ne me souviens plus de mémoire. Les gorilles ne connaissent pas les frontières, ne savent pas qu'à un moment donné, quand on passe de l'autre côté, on est au Rwanda. Quand on tourne de ce côté, on est en RDC. Et donc, quand vous êtes sur la partie Kahuzi-Biega RDC et que vous ne pouvez pas traverser la frontière, parfois, et c'est ce qui nous est arrivé, nous étions obligés d'attendre que les gorilles reviennent vers la RDC. S'ils reviennent, il n'y a pas de garantie parce que, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et par chance, les gorilles sont revenus vers la RDC, on a pu les voir. On a pu voir ces grands et fabuleux animaux et le dos argenté qui nous a d'ailleurs chargés. Ce qui signifie que, de façon très concrète, rien que sur le parc Kahuzi-Biega, c'est le bon sens qui doit nous conduire à une cogestion. C'est le bon sens. Maintenant, nous avons été agressés sauvagement par les Rwandais. Et je comprends que la question sont encore très épineuses sur nous. Nous avons encore du mal à nous asseoir avec le Rwandais et commencer à parler sereinement. Mais je dirais que pour une feuille de route intelligente, on ne peut pas écarter des questions aussi, j'ai envie de dire, des questions de bon sens. Il est difficile de parler aujourd'hui de la gestion même du Grand Virunga sans y intégrer de temps en temps nos voisins, pas seulement le Rwanda, mais par exemple l'Ouganda. Quand vous allez du côté de Rutshuru plus loin, vous avez des villages comme Vichumbi, où là vous avez un des lacs les plus poissonneux au monde, le lac Albert. Le lac Albert, il est pratiquement colonisé par les Ougandais. Et nos pêcheurs se font tirer dessus comme des petits lapins. Et on les arrête à tout moment d'ailleurs. Voilà. Donc là aussi, il y a un espace pour chaque pays, et puis un no man's land qui doit normalement définir une zone tampon entre les 2 pays, mais tous ces périmètres-là ne sont pas respectés. Et il est temps que l'on puisse passer à une gestion assez saine, une co-gestion, pour éviter que de nombreuses personnes soient tuées. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont tués inutilement, bêtement, et très souvent dans la partie congolaise. Nous prenons le dernier virage de l'émission, je crois en chute d'ailleurs, selon que mon réalisateur m'a fait signe. Une toute dernière question. En quoi est-ce que le contrat sino-congolais est-il différent du contrat que nous allons avoir avec les États-Unis? Et surtout, une sous-question bien sûr, qu'est-ce qui ferait en sorte que l'on accorde du crédit à ces contrats sino-congolais révisités bien sûr?
Bon, le contrat sino-congolais, comme je le disais, est un contrat, en tout cas le 5e avenant, est un avenant sur lequel nous pouvons être fiers. Et j'aimerais vraiment dire que la polémique qui a entouré ce 5e avenant, et qui est une polémique toute politique, hein, on le sait bien. Pourquoi? Parce que le contrat court depuis 2008, il a été revisité en 2023, puis signé en 2024. On comprend qu'aujourd'hui, en 2025, les personnes qui en parlent sont parties exhumer ce contrat parce que simplement ils ont été payés par tel ou tel pour salir tel ou tel. Il n'y a pas d'autre explication à ça. Il n'y a pas des raisons, j'ai envie de dire, techniques. Nous, chez Institution ADC, nous nous sommes donné la peine de relire tous les contrats, y compris la note des experts, des cabinets d'audit tels que l'ITIE. Mais la plupart des journalistes qui viennent jeter en pâture la probité des personnes qui ont signé ou qui ont profité de leur intelligence pour faire profiter à la République de ces 3 milliards de dollars, la plupart n'ont pas lu une seule page de ce contrat. C'est bien la démonstration que nous sommes dans la désinformation dont nous parlions au début d'émission. Tout à fait. Moi, j'ai suivi notamment des journalistes, entre guillemets, qui évoluent aux États-Unis, qui font ce qu'ils ne feraient jamais avec un Américain. De citer des noms, de dire, voyez, tel est un voleur, chef de l'État, Kangaye, Azamouyibi. Mais vous faites ça aux États-Unis, vous allez pleurer. Vous aurez des mêlées judiciaires. Mais c'est grave, on va vous... rien que le volet pénal va vous envoyer en prison pour de longues années, le volet civil va vous dépouiller jusqu'à vos chaussettes. Et ces gens ne sont pas si bêtes que ça, parce que ils ne chargent jamais les Américains. Mais la RDC, pour eux, est une poubelle où on peut venir invectiver tel et tel et se croire au-dessus de toute loi. Ici aussi, en RDC, il existe des lois. Moi, je suis journaliste, j'évolue en Belgique, dans une chaîne qui a quand même pignon sur rue. Je suis rédacteur en chef. Pour autant, quand je viens en RDC, je respecte les lois de la RDC. Je respecte la présomption d'innocence des Congolais et je ne vais pas, du haut de ma tribune, commencer à invectiver et jeter en pâture la probité des gens, de parents, de gens qui ont élevé leur réputation pendant des années, la ruiner pour mes seuls intérêts parce que telle et telle personne m'aurait donné un peu d'argent. Ce sont des choses que nous devons arrêter. Pour en revenir à l'avenant numéro 5, je pense que nous devons retenir que nous allons certainement, nous équipons déjà notre pays grâce à cet avenant-là, en termes d'infrastructure. Le président a certainement rencontré les limites de ce contrat sino-congolais et envisage, selon ce qui est dit, de convoler cette fois-ci avec les Américains. Là, avec les Américains, on va passer à un autre niveau de coopération, parce qu'on ne parle plus de 7 milliards, ni même de 10 milliards, mais de 500 milliards d'infrastructures. Vous pouvez imaginer déjà ce que 7 milliards ont pu nous aider. Hein, quand on parlait des rocades de Kinshasa, c'est 395 millions de dollars, la route Kalamambouji. Maintenant, vous imaginez avec 500 millions ce que l'État congolais peut faire. C'est un contrat que nous appelons, nous devons attendre de tous nos voeux en tant que Congolais. Et là encore, le kindokisme national avait frappé, parce qu'on a vu que des journalistes, que des hommes politiques ont pris leur denier personnel pour courir aux États-Unis, dire aux États-Unis « Ah non, il ne faut certainement pas signer avec le pouvoir de Tshisekedi qui veut uniquement rester au pouvoir. » Vous voyez comment le kindokisme national pousse même des journalistes à commettre des choses qui sont innommables et qui ne relèvent absolument pas de notre noble métier qui est celui de journaliste. Dernière question, on m'a accordé un peu de temps, cher Ikolo Okumu. Lorsque vous regardez la situation actuelle qui traverse le pays, vous vous dites le Congo est victime ou bien le Congo est en train, ne se reconnaît pas en tant que pays jusque-là. Parce que la situation de l'Est, c'est toujours à travers, c'est toujours pour de raisons de finances, des questions économiques, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que le Congo ne se reconnaît pas comme un géant, ou bien il est en train de reprendre peu à peu du terrain pour, je dirais, comme on dit, le phénix renaît toujours de ses cendres?
Excellente question. À mon sens, les racines du mal datent de 1884. La conférence de Berlin. La conférence de Berlin avait consacré la République démocratique du Congo, enfin ce qui est notre territoire, nos chefferies. Cette conférence avait consacré notre territoire comme étant un État indépendant. Et ça s'est appelé l'EIC, qui était l'État indépendant du Congo. Indépendant, non pas parce que nous étions indépendants, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, simplement parce que chaque pays, chaque grande puissance était autorisé à venir en RDC et y puiser ses ressources. Voilà en quoi nous étions, entre guillemets, indépendants. Dans ce jeu de grande puissance, la Belgique n'avait que le rôle de comment on va dire ça, de la personne qui, vous voyez, le policier qui est sur le roulage, comme on dit à Kinshasa. Oui, de réguler la circulation. Lui n'était là que pour réguler la circulation, dire attention, ne passez pas par là, il y a les Américains, attention, il y a les Anglais. Et cette situation, qui date de 1884, était une situation de nature à nous quereller jusqu'à aujourd'hui notre souveraineté. Et quand Kagame, il y a quelques années, disait que les pays africains aussi devraient profiter de la RDC, il faisait allusion à 1884. Okay. Et donc, pour beaucoup de pays, venir en RDC y puiser des richesses est un droit établi. Sauf que pour nous, nous considérons que nous sommes un pays indépendant et que pour y venir, nous devons contracter. Vous ne pouvez pas venir de votre propre chef et décider unilatéralement de venir puiser des richesses au Congo. C'est ce que le Rwanda fait au sens de 1884. Et donc c'est là, à mon sens, les racines du mal. Le Congolais devrait se saisir de la question et, j'ai envie de dire, dénoncer déjà les conclusions de ce rapport de 1884 au sens ou au terme d'autres écrits consacrés eux aussi qui sont notamment la reconnaissance des droits de l'homme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un principe général de droit qui datait de beaucoup plus longtemps déjà que 1884. Et le Congolais, en tant que nation aujourd'hui, devrait renforcer ses institutions. Ce n'est pas tout à fait par hasard que mon journal s'appelle Institution RDC, parce que j'ai conscience que la puissance de notre pays ne sera finalement valable que lorsque le Congolais lui-même commencera par reconnaître ses institutions. Reconnaître ses institutions, c'est reconnaître le chef de l'État notamment. Aujourd'hui, il s'agit du président Tshisekedi, qui a été élu haut la main. Donc il faut reconnaître ça et lui refuser cette légitimité à des motifs tout à fait fantaisistes, c'est affaiblir tout le pays. Et ça, j'en appelle en tout cas aux opposants qui courent la planète pour aller affaiblir notre pays, déjà en ne reconnaissant pas l'autorité des institutions de la République. Il ne s'agit pas de rouler ou de faire ici la défense du chef de l'État ou de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, que cela soit entendu. Pour autant, je pense que le chef de l'État a besoin de respect. Je pense que la nation, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de soigner sa réputation. Et ça n'est pas en parcourant le monde et en disant aux gens que le président n'est pas valablement élu que nous allons renforcer notre souveraineté. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur William Ikolo Okumu. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à vous, très chers téléspectateurs, il y a un dicton qui dit on n'accorde jamais, on ne laisse jamais les micros à un journaliste parce qu'il risque de s'y éterniser. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Sachez donc que nous avions reçu monsieur William Ikolo Okumu. Il est directeur général des institutions magazines RDC et qui travaille en Belgique. Il est de la diaspora
sino-congolaise, avec qui nous sommes revenus sur différentes questions de l'heure, notamment, sinon essentiellement, du contrat sino-congolais, et nous avions tablé sur l'avenant 5. Alors si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe qui a travaillé à corps et à cri pour que nous arrivions finalement chez vous, et puis nous allons revenir incessamment sous peu avec toujours lui pour que nous puissions amorcer un autre virage de cet avenant du contrat sino-congolais. Au revoir et à la prochaine.